Maintenant, on va demander à Jean Barry de faire une présentation. Jean Barry est avocat et professeur de droit administratif au département de sciences juridiques de l'UQAM, récipiendaire du prix Jean-Charles Bonenfant et de la médaille de l'Assemblée nationale pour le meilleur mémoire de maîtrise touchant le domaine politique en 2006 et également pour la meilleure thèse de doctorat en 2013. Il a aussi reçu le prix pour la meilleure thèse de doctorat de l'Association des professeurs et professeurs de droit du Québec en 2014. Il a publié le BAP devant les citoyens aux presses de l'Université Laval et Droit d'accès à l'information environnementale, pierre d'assise du développement durable aux éditions Yvon Blais en 2013. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2006 et siège au conseil d'administration du Centre québécois du droit de l'environnement depuis 2009. Voilà. Merci. Le temps qu'on installe la petite présentation. Merci aux organisatrices de m'avoir invité. Je suis plus habitué dans le milieu environnemental que dans le milieu communautaire. Quand ma collègue Lucie Lamarche m'a parlé de venir m'adresser dans un colloque sur le projet de loi 56 d'accès à l'information, j'ai tout de suite accepté parce que, comme on a été dit, quand tu passes 5 ans de ta vie à rédiger une thèse de doctorat sur le droit d'accès à l'information environnementale, tu espères que ça ne sera pas tabletté puis tu te promènes partout pour en parler. Par contre, quand j'ai reçu l'affiche du colloque, j'avoue que ça m'a donné certains maux de tête parce que là, quand j'ai lu « Projet de transparence de l'État, prétexte pour plus de contrôle et moins de démocratie », moi et le Centre québécois du droit de l'environnement, on se bat à chaque semaine pour plus de transparence, parce que pour nous, plus de transparence, modification de la loi sur l'accès, ça veut dire plus de contrôle des citoyens sur l'action de l'État, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, et plus de démocratie participative ou délibérative. Donc, je me suis dit, oups, peut-être que je vais être un peu comme un chien dans le jus de quilles, mais on va essayer de s'expliquer, parce que je suis tout à fait d'accord avec les critiques, et le Centre québécois aussi, les critiques qui étaient apportées sur le projet de loi 56. Mais je comprends aussi que le mot transparence, c'est un peu comme le développement durable. C'est une espèce de buzzword qui peut finir par vous écœurer tellement il est utilisé à toutes sortes de sauces et qui nous fait oublier l'origine des droits et des visées progressistes qui étaient défendus par des citoyens, pas seulement au Québec d'ailleurs, mais un peu partout dans le monde, sur ces questions-là. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit rappel des sources, d'où ça vient, ça, la question du droit d'accès à l'information pour les citoyens, et en me servant des deux droits, parce que ces sources-là touchent la question des droits humains fondamentaux, de la liberté d'expression, la liberté de penser, mais il y a aussi toute la question, moi je suis un spécialiste du droit de l'environnement, le droit de l'environnement, l'évolution du droit de l'environnement, que ce soit dans le monde ou au Québec, a beaucoup joué sur les mécanismes d'accès à l'information. Donc, je vais faire un premier rappel, parce que pour la discussion subséquente, des sources du droit de l'information, pour arriver à notre cher Québec, où on va voir qu'on a beaucoup de croûtes à manger et que la situation au Québec est absolument déplorable quant à l'accès à l'information de toute nature, mais entre autres au niveau environnemental, je vais vous montrer des exemples, et la nécessité d'une réforme assez urgente. Comme j'ai dit, le droit d'accès à l'information, ça s'est nourri de deux grandes sources au niveau international. Tous les enjeux autour de la démocratie, des droits humains, de la lutte à la corruption, la fameuse reddition de comptes, le droit administratif général. Si le citoyen était reconnu au siècle des Lumières, la Révolution française, ça aurait quand même pris au moins 2 siècles avant qu'on donne ou commence à donner aux citoyens le droit de demander ou d'obtenir des informations de l'État. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionnait, dans son article 19, la liberté de pensée et d'opinion, d'expression, mais il n'y avait toujours pas aucune loi sur l'accès dans le monde. Ça a été en 1966, en pleine guerre froide, les États-Unis ont adopté le Freedom of Information Act. C'était la première loi d'accès sur la planète. Et là, on est dans la liberté, le titre l'indique. Et jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur de Berlin, il y avait seulement 13 États sur la planète qui avaient des législations d'accès à l'information. C'est sûr que les pays de l'Est, les dictatures d'Amérique latine n'étaient pas très fortes sur l'accès à l'information, mais à partir de 1989, il y a eu un énorme mouvement, et aujourd'hui, en 2015, il y a au-dessus d'une centaine d'États qui ont des lois sur l'accès.
Plus que ça, la Déclaration universelle parlait de liberté de pensée et d'opinion. Donc, ça, c'est la liberté, ce qu'on appelle en droit la liberté négative. L'État n'a absolument rien à faire. Tout ce qui est supposé pas faire, c'est vous censurer. Je veux communiquer une information, vous voulez me la donner, parfait, c'est ça la liberté. Mais l'État n'a aucune obligation de mettre de l'information à votre disposition ou de répondre à d'éventuelles demandes. En 2009, le Conseil de l'Europe a adopté le premier instrument contraignant qui oblige les États à donner de l'information. Il n'est toujours pas en vigueur parce que les États ne se garochent pas pour le ratifier, mais quand même, j'ai cru bon de montrer une disposition initiale de cette convention-là qui dit « La transparence des organes de l'État ». Donc là, on ne parle pas de la transparence des OSBL, on parle de la transparence des organes de l'État. Et l'un des éléments clés de la bonne gouvernance est l'un des aspects qui révèle le mieux l'existence ou non d'une société véritablement démocratique et pluraliste, opposée à toute forme de corruption. On l'a vu cette semaine avec la commission Charbonneau. Personnellement, je m'attendais à des avancées, des propositions sur la question de l'accès à l'information, sauf sur la protection des lanceurs d'alerte, il n'y en a pas eu. Capable de critiquer ceux qui la gouvernent et ouverte à la participation éclairée des citoyens dans les questions d'intérêt général, le droit d'accès aux documents publics est également essentiel pour l'épanouissement des personnes et pour l'exercice des droits de l'homme fondamentaux. Il renforce également la légitimité des autorités publiques. Vaste programme, vous allez me dire, mais je pense que la majorité de la salle, vous allez être assez d'accord avec ces fondements-là. On est en Amérique. Il y a une Convention américaine des droits de l'homme, on est avec la Ligue des droits de l'homme, qui reprend un peu le contenu de la Déclaration universelle de 1948, qui dit son article 13, « Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, recevoir et de répandre les informations et des idées de toute espèce. » En 2006, il y a eu un jugement rendu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, l'affaire Reyes, qui est extrêmement important, qui portait sur des citoyens qui se battaient pour obtenir de l'information de nature environnementale, un projet minier au Pérou. Et il n'y avait absolument aucun mécanisme pour obtenir cette information-là. Et ça a été le premier tribunal international qui a reconnu explicitement un droit d'accès à l'information. C'est en anglais parce que c'est anglais-espagnol, mais ça dit le droit à la liberté de pensée et d'expression inclut la protection du droit d'accès à l'information détenue par l'État et aussi, aspect important, qui inclut deux dimensions, la dimension individuelle et la dimension collective. Qu'est-ce qu'on peut faire et comme groupes sociaux, groupes environnementaux, groupes de tous ordres, qu'est-ce qu'on peut faire avec les informations qu'on peut obtenir ou qu'on ne peut pas obtenir. Ça, c'est pour ce qui est du droit général. Au niveau environnemental, qui a fonctionné à peu près en parallèle, vous allez voir les dates, le droit d'accès à l'information, c'est considéré comme un droit procédural, une procédure qui est absolument nécessaire à la mise en œuvre du droit à l'environnement, qui est de plus en plus dans les constitutions. Au Québec, en 2006, on a mis ça dans notre charte, le droit fondamental à un environnement sain et respectueux de la biodiversité et des règles de droit de l'environnement. L'acte de naissance du droit international de l'environnement, c'est en 1972. La déclaration de Stockholm était assez faible là-dessus. On devrait encourager et faciliter la libre circulation des informations. Disons que c'était pas fort. 20 ans plus tard, énorme progrès, Rio. Et là, c'est un peu long, mais la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Pas une bonne façon, la meilleure façon. Au niveau, et ça, c'est rare dans des instruments internationaux, au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses pour la collectivité, pensez les gaz de schiste, fracturation hydraulique, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci et un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. Effectivement, en environnement, si on n'a pas l'information, comment on fait pour le principe de prévention? Si vous n'êtes pas au courant que l'usine à côté, il manipule des produits chimiques, vous n'êtes pas au courant des mesures de sécurité qui sont prévues par la municipalité, le principe de prévention ne peut pas s'appliquer. Précaution, c'est encore pire au niveau des impacts des incertitudes scientifiques, pollueur-payeur, pour savoir si notre État assure effectivement le principe pollueur-payeur. Premièrement, il faut savoir le niveau de pollution des entreprises. Puis deuxièmement, il faut savoir ce qu'ils payent en contrepartie, que ce soit en impôts, en redevances, peu importe, en permis. Capacité de support des écosystèmes, qui est la base du développement durable, il faut avoir des informations sur l'état des écosystèmes.
Une vingtaine d'années après avoir adopté le Freedom of Information Act, les États-Unis, encore là, ont mis aussi, au niveau environnemental, on est allé vers la divulgation d'informations qui étaient détenues par le secteur privé. Toutes les lois sur l'accès, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, visaient seulement l'information détenue par l'État. Donc, aux États-Unis, on a adopté en 1986 le Emergency Planning and Community Right to Know, le droit de savoir, et où on oblige, c'était suite à l'accident de Bhopal aux Indes, propriété d'Union Carbide, les compagnies, on a dit, les compagnies vont être obligées de rendre public un certain nombre de produits contaminants, le traitement des déchets, la récupération, etc. Et ça, c'était la première fois. Ça a donné lieu maintenant à plusieurs petits qui ont évolué, et dans le bon sens généralement, sauf au Canada, que j'ai mis ici, au niveau européen, des registres, des protocoles, qui obligent les entreprises privées, qui ne sont pas assujetties aux lois d'accès à l'information, mais de rendre public un certain nombre d'informations. Donc, au niveau général international, en un demi-siècle à peu près, on est passé d'une simple liberté d'information qui obligeait rien ni personne au droit individuel et collectif d'accéder à l'information détenue par l'État, particulièrement, je le sais, sur les questions environnementales. Donc, il y a une lame de fond qui unit information, démocratie, environnement. Au Québec, nous autres ici, c'est un peu différent. On est fort en proclamation au Québec, peut-être depuis la proclamation royale. Mais en 1975, la Charte québécoise mettait déjà toute personne a droit à l'information. On était les précurseurs au Canada à ce sens-là. La Charte canadienne n'a jamais mentionné un tel droit. En 1978, le droit de l'environnement a joué un rôle précurseur, un peu comme au niveau international, parce qu'on adopte on met deux dispositions dans la loi sur la qualité de l'environnement, ce qu'on appelle une obligation passive. Ça veut dire que l'État n'a rien à faire. Il est assis, puis il attend. Si jamais il y a une demande d'accès à l'information qui est conforme à sa loi, OK, là, il est obligé de répondre. Si personne ne fait de demande d'accès à l'information, parfait. Si une obligation active, là, c'est qu'il est obligé de rendre public, selon des mécanismes légaux, un certain nombre d'informations. Pensons, par exemple, au rapport du BAP, qui est obligatoirement rendu public. Les études d'impact sur les grands projets assujettis sont obligatoirement rendus publics. Ça, c'est des obligations actives. Le gouvernement est obligé de lui-même, sans attendre de demande, de mettre l'information à la disposition du public. En 1982, donc 4 ans plus tard, on adopte au Québec une loi d'accès à l'information qui a un principe qui me semble être assez clair. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. En 2006, la loi sur le développement durable fait du principe d'accès au savoir un des 16 principes juridiques de la loi. Et à ce moment-là, on ajoute aussi le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité dans notre charte. 2009, la loi sur l'eau, parce qu'elle a un nom à coucher dehors, très long, toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives aux ressources en eau détenues par les autorités publiques. Il n'y a pas si longtemps, dans cette ville-là, on a acheté pas mal d'eau dans l'an, mais c'était pas clair si on avait le droit aux informations, j'y reviendrai. Mais en termes de... Et s'il y avait besoin, là c'est le juriste qui parle, mais si on a besoin, un juge a besoin d'interpréter la volonté du législateur, la Charte est quand même très importante là-dessus parce que ça dit, l'article 53, si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. Et là, on a deux droits au niveau de l'information environnementale. En tout cas, le droit à l'information qui est dans la Charte et depuis 2006, le droit de vivre un environnement sain. Donc, si j'ai à interpréter une disposition de la loi sur la qualité de l'environnement qui est censée me donner un accès à l'information sur les produits contaminants, le juge ou la juge qui l'interprète devrait aller dans ce sens-là. Donc, si un Martien arrivait au Québec, il regardait ces lois, ces dispositions-là, à mon avis, ce qu'il dirait, c'est quelque chose comme ce qui veut dire en martien, wow, chez vous, vous êtes capable d'obtenir l'information environnementale. Mais dans la pratique, c'est pas ça. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une série de reculs et je vais vous expliquer un peu. Premièrement, la loi sur l'accès, c'est un droit d'accès limité aux organismes publics. Le secteur privé, l'article 1 le dit, il n'est pas visé par ça. Je suis remarqué, par exemple, dans l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, un autre pays qui avait beaucoup souffert de ce secret, quand le parti de Mandela a pris le pouvoir, on a constitutionnalisé le droit à l'information, mais aussi, là-bas, la loi sur l'accès s'applique aux entreprises privées quand elles ont un renseignement qui permet de défendre un droit fondamental reconnu par la Constitution sud-africaine. Donc, droit au logement, droit à la santé, les entreprises privées qui ont un document, qui ont ce type de renseignement-là, sont tenues de le donner. Donc, la définition d'organisme public est super importante parce que vous le savez tous, vous travaillez là-dedans. Depuis une vingtaine d'années, on assiste
au désintègrement de l'État d'une certaine façon avec des filiales, les fameux PPP. Par exemple, le pont de la 25 qui relie Laval à Montréal. Bien, quand les groupes environnementaux ont voulu faire des demandes d'accès pour savoir les boues usées qui étaient retirées de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, où elles allaient, ce n'était pas le ministère des Transports qui était le promoteur, c'était une entreprise privée, parce que c'était le premier projet PPP. Donc, qui dit entreprise privée, ils n'étaient pas assujettis. Donc, on n'a pas pu savoir à ce moment-là que ces boues usées-là s'en allaient dans un site qui appartenait à un certain Tony Accurso à Mascouche. Modernisation de l'État, donc le démantèlement, par exemple, les autorités portuaires ou aéroportuaires, ce qui était fédéral auparavant ou ce qui relevait de la mission de l'État, qui est transféré au privé, c'est des pans entiers de la mission de l'État qui n'est plus couvert par les règles d'accès à l'information. Dans la loi sur l'accès, c'est prévu, il y a de nombreuses dispositions dérogatoires. Autrement dit, dans chacune des lois, vous pouvez retrouver des dispositions qui disent expressément, c'est obligatoire, il faut que la loi le mentionne, que la loi sur l'accès ne s'applique pas. Le principe de l'accès à l'information ne s'applique pas. Il y en a des centaines. Il y en a qui se justifient. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. La loi sur l'impôt minier, auparavant, elle s'appelait la loi sur les droits miniers. Là, on l'a maquillé un peu, ça s'appelle l'impôt minier, mais ça dit quand même, sont confidentiels tout renseignement obtenu dans l'application de la présente loi. Tous les renseignements obtenus dans l'application de la loi sur l'impôt minier, ça comprend les redevances. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de savoir au Québec c'est quoi le niveau de redevance. Si le sous-sol relève du domaine public, en tout cas, il faut croire que l'information sur les droits versés pour l'exploiter, ça, c'est le domaine privé. Les mécanismes de la loi sur l'accès, ceux qui ne le savent pas, c'est que chaque ministère, chaque organisme qui est assujetti a un responsable qui rend la décision. Vous faites une demande d'accès à l'information, ce n'est pas le ministre qui va vous répondre, c'est un responsable ou une responsable. Et sa révision, s'il vous refuse, vous avez le droit d'aller devant un tribunal administratif, qui est la Commission d'accès à l'information. Le délai moyen est de 22 mois. Il y a une élection municipale qui se prépare, il y a un gros projet qui s'en vient dans votre coin, vous vouliez avoir des informations. Si vous savez déjà que vous allez attendre 22 mois, l'information est moins intéressante. Mais pire, c'est que la loi prévoit aussi, c'est que si vous n'êtes pas satisfait de la décision de la Commission d'accès à l'information, c'est à la Cour du Québec, seulement sur des questions de droit et de compétences. Et je sais que c'est du droit, mais en 2011, la Cour d'appel a dit que la loi sur l'accès ne confère pas à la Cour du Québec le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Et ça, lorsque celle-ci, si elle constate une décision incorrecte de la Commission d'accès à l'information, elle ne rend pas la décision qui aurait dû être rendue. Elle retourne dans la Commission d'accès à l'information la décision. Donc, moi, n'importe quel citoyen qui vient me voir, puis je lui dis, on va aller à la Commission d'accès à l'information, 20 mois. Mais si on perd la Commission d'accès à l'information, attache ta tuque, parce que là, si même on va contester devant la Cour du Québec, rajoutons un autre 18 mois, 22 ans, mais là, la Cour du Québec, ça trouve que la Commission d'accès à l'information a erré en droit. Elle ne rend pas la décision, elle retourne encore. On est parti pour 5-6 ans. En termes d'accès à l'information, ça n'a aucun sens. Un principe dans la loi sur l'accès que j'ai lu tantôt qui est assez simple, mais il y a un article sur le principe, mais les articles 18 à 41.3, c'est toutes des exceptions. Il y en a deux grandes sections qui sont particulièrement néfastes, tant pour le monde environnemental que pour les citoyens. C'est la section qui porte sur les renseignements pouvant avoir une incidence sur les décisions administratives et politiques, le fonctionnement interne de notre État, et celle ayant des incidences sur l'économie. L'économie, je cite ici un grand philosophe de droit ou de je ne sais pas quoi, qui est malheureusement décédé, qui avait dit qui avait dit qu'il faut faire rouler l'économie, de Desfortins. Les articles 23 et 24 sont parmi les plus fréquemment employés pour nier l'accès à l'information. Un organisme public ne peut communiquer, ça, là, ils n'ont pas le choix, ce n'est pas facultatif, ils n'ont pas le droit de le communiquer. Le secret industriel d'un tiers, ça va, c'est pas, personne ne s'obstine là-dessus. Mais un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers, c'est des entreprises là, qui, pour avoir une autorisation du ministère de l'Environnement, sont obligées de donner un certain nombre de documents, de renseignements. Et si c'est eux qui l'ont donné, le ministère, il faut qu'il leur demande l'autorisation avant de vous le remettre si vous avez fait une demande d'accès à l'information et pour avoir étudié 5 ans là-dessus. Il y en a au moins 99,9 % qui refusent. Et il faut se rendre compte aussi que cette loi-là n'a jamais une information de nature environnementale. Pensez-y, si ça a toujours un côté, une nature industrielle, financière, commerciale, scientifique et technique. L'environnement, c'est ça. Une information de nature culturelle qui serait rapport à l'environnement, j'en vois pas beaucoup. Donc, il y a un choc frontal. Et la deuxième, l'autre
disposition, c'est l'article 24. Là, ce n'est pas la nature du renseignement, c'est le préjudice potentiel que le tiers pourrait avoir. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation, et là les mots, comme juriste, risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat. Ce n'est pas d'entraver un contrat. J'ai été en affaires dans ma vie, là, mais risquerait vraisemblablement d'entraver, du moment que ça risque vraisemblablement d'entraver une négociation en vue peut-être de la conclusion d'un contrat, bingo, je m'oppose et le ministère n'a pas le choix, c'est obligatoire. Le type de document, bien, de toute façon, la présentation elle va être disponible, mais ça occasionne une série de refus et des documents qui sont essentiels pour contrôler dans le monde dans lequel on vit et l'activité de l'État là-dedans. L'autre section de type de renseignement, c'est les renseignements, par exemple, les articles 37, 39 sur les recommandations, les analyses qui sont faites par les ministères, au sein des ministères, qui, eux autres, il faut voir, par exemple, c'est peu refusé. Ça ne dit pas doit, comme pour ce qui est des entreprises privées, c'est facultatif. Mais même si c'est facultatif, dans la vraie vie, c'est tout le temps, ils refusent. Encore là, il y a une liste de documents, des rapports d'évaluation sur l'alimentation en eau potable d'une municipalité, qui ont été des études hydrologiques, qui sont régulièrement, très régulièrement refusés. Quand on avait adopté la loi sur l'accès, déjà la question de l'environnement, ça allait chicoter. Il fallait faire peut-être quelque chose, une exception aux exceptions. Donc, on avait créé, à l'époque, ça c'était l'article 26, mais en 2006, ils ont changé le numéro, mais il n'y a rien changé du reste. Ce que ça faisait, c'est que les restrictions, toutes les restrictions que je viens de mentionner très rapidement, là, ne s'appliquaient pas à un renseignement qui permet, et regardez la différence de mots, là, de terminologie, un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit de la qualité de l'environnement. Vous ne serez peut-être pas surpris, mais depuis 1982 à 2015, cette disposition-là a donné lieu à une seule divulgation d'un renseignement dans l'histoire. Quand une disposition d'une loi donne est appliquée une fois en 30 quelques années, on peut se dire que peut-être il faudrait penser à la changer. C'est un cas sur la rivière du Lièvre. D'ailleurs, la commission ne s'en est pas expliquée, il n'y a rien à comprendre, mais peut-être qu'un commissaire ce matin-là s'est levé. C'est quelqu'un qui voulait avoir des informations sur un barrage, la rivière du Lièvre en Outaouais, et ils l'ont eu sur cette base-là. Mais il n'y a pas de motivation dans la décision, donc puis depuis ce temps-là, il n'y en a pas eu d'autres, donc on ne peut pas penser que c'est un revirement jurisprudentiel, mettons. Dans la loi sur la qualité de l'environnement de 1978, comme j'ai dit tantôt, on avait reconnu à tout citoyen du Québec un droit à la qualité de l'environnement et le droit de prendre une injonction pour faire respecter les conditions d'autorisation. Et à ce moment-là, c'est là qu'on avait les deux articles que je vous ai mentionnés un peu tantôt. L'article 118.4, qui était le précurseur de la loi sur l'accès à l'information, ça permettait aux gens, à toute personne, de faire des demandes concernant la quantité et la qualité des contaminants émis ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Par contre, il faut voir que c'était juste sur les contaminants. Ça ne donnait pas accès, par exemple, à un document sur les milieux humides, l'état de la biodiversité, un débit réservé, la quantité d'eau qui laisse passer un barrage. Ce n'est pas un contaminant, ça. Ces informations-là, ce n'est pas disponible. Et en 1996, la Commission d'accès à l'information a rendu un jugement terrible, sans se motiver, mais en disant le temps des verbes utilisés, là, les contaminants émis, dégagés, ils ont dit, bien, les informations, cette disposition-là, il faut que la contamination ait eu lieu pour que vous soyez informés. Au moment des autorisations, par exemple, les gaz de schiste, les produits contaminants, les entreprises avaient remis au ministère de l'Environnement les produits qu'elles allaient utiliser. Mais les autres, le ministère considérait que 118.4, suite à cette décision-là, ne s'appliquait pas parce que c'est des renseignements. La contamination dans laquelle il parle, elle n'a pas eu lieu encore. Vous n'êtes pas contaminé, vous n'avez pas des boutons, vous n'êtes pas rouge. Là. Donc, ça ne s'applique pas. Depuis 1996, depuis que c'est arrivé, le ministère de l'Environnement n'a pas contesté ça et la défense cette interprétation à pied, bec et ongles, si on veut. L'autre disposition environnementale, c'était sur les registres. L'information active, ça disait depuis 1978 que le ministère avait un registre. Toutes les demandes de certificats d'autorisation environnementale, toutes les autorisations, les certificats d'autorisation ont un caractère public. Jusque dans les années 90, on recevait le certificat d'autorisation et souvent, un certificat d'autorisation, c'est un document de 2-3 pages qui fait référence à des documents qui ont été remis par des tiers. Jusqu'aux années 90, on recevait ces documents-là parce que c'est dans ces documents-là que sont les conditions d'autorisation.
Encore là, recul en 91. La Cour a dit que le certificat a un caractère public, mais pas les documents qui sont pourtant indiqués comme en faisant partie intégrante. C'est ce qui est marqué dans tous les certificats d'autorisation. Donc, l'article 19.1 qui donne le droit à la qualité de l'environnement dans la mesure prévue par les autorisations délivrées et qui donne le droit 19.2 de vous pouvez prendre une injonction pour faire respecter les conditions d'autorisation. Tant que les entreprises respectent les conditions d'autorisation, elles sont blindées. Légalement, vous ne pouvez pas les poursuivre. Mais si elles ne les respectent pas, vous pouvez vous présenter en cours. Mais si vous ne connaissez pas, les autorisations, si vous n'avez pas le contenu des autorisations, c'est du blabla. C'est de la proclamation. Et par exemple, le dernier en date, le CQDA, vous savez, les forages qui étaient par TransCanada à Kakuna, dans le fleuve Saint-Laurent, dans la pouponnière de Beluga, le certificat d'autorisation qui avait été donné par mon ami Hurtel, le certificat d'autorisation, il n'y avait aucune autorisation qu'on pouvait prendre connaissance. Les 10 autorisations étaient dans des documents fournis par l'entreprise, dont 9 par leur cabinet d'avocats. Secret professionnel, probablement. Donc, c'était absolument... Si on était devant les tribunaux parce qu'on les poursuivait, donc on a pu connaître les conditions d'autorisation de ce projet-là. Sinon, personne n'aurait pu le connaître, sauf ce que le ministre avait accepté de mettre dans son communiqué de presse. Là, je donne des exemples récents. Une MRC, parce que les municipalités n'ont pas plus le droit que nous, citoyens. Bon, donc, 2 documents qui leur sont refusés. Et ce qu'il faut, donc, et c'est pour ça que j'avais dit que je voulais venir parler d'accès à l'information, il y a une urgente nécessité de réformer la loi sur l'accès. Je comprends que le projet de loi 56 était épouvantable, mais il faut, comme citoyen, comme groupe communautaire, comme groupe impliqué, réfléchir, puis aussi s'impliquer parce qu'il s'en vient théoriquement un projet de loi. Il n'y a pas de projet de loi. Le ministre Fournier a déposé un document d'orientation sur une éventuelle réforme, mais le Parti québécois avait dit la même chose avant et le gouvernement de Jean Charest avait aussi dit la même chose avant. Ça fait depuis 1982 que les restrictions de la loi sur l'accès n'ont pas été changées. Donc, je propose un certain nombre, dans ma thèse, dans mes travaux et au sein du CQDA, on a déposé un mémoire il n'y a pas longtemps là-dessus, mais sur un principe, l'égalité d'accès. À l'heure actuelle, au Québec, on est très inégaux. Certains disent qu'on est égaux en fait et en droit, mais ça, c'est faux. Mais au niveau de l'information, c'est clair que l'information environnementale, c'est comme une pyramide. Les promoteurs, c'est normal, c'est eux qui utilisent les produits, les ressources, ils le savent, mais c'est comme eux ont beaucoup d'informations. Ils sont obligés de remettre à l'État une certaine partie de l'information pour obtenir des autorisations, des prêts, des subventions. Et de cette partie qui est détenue par l'État, nous, citoyens, on est de la pyramide, là, il y a une certaine partie de l'information qu'on est capable d'obtenir et vous avez vu les difficultés. Donc, j'arrête ici et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.